L'Afrique est le continent le moins développé et le moins avancé de la planète. La situation économique progresse, mais pose la question dans un contexte de forte croissance de sa démographie, de sa capacité à faire face à la progression du chômage de masse et du sous-emploi. On va parler de la stratégie de reconquête de l'économie des pays africains dans un contexte de néocolonialisme avec notre invité Kokou Monchou Tchamsi. Il est le directeur exécutif de ASDI, Action sociale pour le développement intégral. Il est gérant du FIP INABI. Il est également analyste économique, membre du mouvement afrocentriste. C'est trop pour lui, mais il est dans tout. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est vraiment partagé, cher Michel. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de New World TV et les inviter à rester toujours câblés sur la chaîne. Allez, quand on parle de stratégie de reconquête de l'économie africaine, qu'est-ce on veut dire concrètement? D'abord, qui parle de reconquête dit entre griffes que notre économie ne nous appartenait plus. Ouais. Du coup, il va falloir reconquérir ce qui était à nous. Donc, et maintenant, on ajoute dans un contexte de néocolonialisme. Vous êtes sans savoir que nous avons été colonisés. D'abord, on a subi l'esclavage. Ensuite, on a été colonisés. Et après le vent des indépendances qui a soufflé sur le continent, on a été recolonisés. C'est ce que nous appelons le néocolonialisme. Donc, la reconquête de nos économies dans un contexte de néocolonialisme, c'est que nous sommes à une phase où les colons refusent de partir et ils utilisent des subterfuges, des techniques diverses pour nous maintenir sous leur joug. Alors, la question est comment arriver à reconquérir notre propre économie, que notre économie nous appartienne, qu'on soit les maîtres à bord dans ce contexte où tout le monde veut nous manger. Voilà. Alors, comment arriver justement à le faire? Bon, c'est un peu complexe, mais il va falloir redéfinir beaucoup de termes. Alors, nous allons commencer par l'économie à la base. Ouais. C'est quoi? Quand on prend l'Afrique dans l'Antiquité, est-ce que l'Afrique était un continent pauvre? Est-ce que l'Afrique cherche à manger et ne trouvait pas? Mais aujourd'hui, pourquoi on a cette image-là de l'Africain affamé qui meurt de faim? Alors, la grande question qui se pose, c'est quel modèle économique voulons-nous? Quel modèle économique utilisons-nous? On replonge un peu dans l'Antiquité pour voir que l'Afrique, c'est le continent béni. C'est le continent qui a tout. Omotude dira que le Dieu des Africains, c'est lui le vrai Dieu, parce que ce Dieu-là, il est tellement puissant qu'il a tout donné aux Africains. Vous pouvez imaginer que le continent africain est arrosé toute l'année, ça c'est un. De deux, ce continent dispose de ressources qui fait en sorte que même au XXIe siècle, beaucoup d'Africains vivent de la cueillette. Alors, je vais vous poser une petite question. Si vous avez un enfant à qui vous donnez tout, vous avez tout mis à sa disposition, il mange quand il veut, comme il veut, autant de fois qu'il veut. Pensez-vous que cet enfant-là va chercher des mécanismes bizarres pour sauvegarder de la nourriture pour X temps ou quelque chose comme ça? Non. Pas du tout. Alors, Dieu nous a tout donné. Aujourd'hui, si je me lève, je quitte ici tout à l'heure, je prends la route de Palimé, après quelques kilomètres, je m'arrête, je rentre dans la brousse, je vais trouver des papayers pour cueillir de la papaye et manger. Je vais trouver des manguiers en période de mangue pour manger. Ainsi de suite, je peux déraciner des racines et manger. Alors, l'Africain a été béni de Dieu. Ce qui fait que sur le continent, l'Africain ou bien le Kamite n'avait pas cette velléité de guerre, de conquête, de domination que les Occidentaux ont. Parce que chez eux, c'est la compétition. Alors, quand il neige pendant 6 mois de l'année et il faut conserver de la nourriture pendant 6 autres mois, quand il y a un point d'eau quelque part, il faut se battre pour détenir ce point d'eau-là. Et c'est ça qui fait que les Européens sont restés guerriers jusqu'à aujourd'hui. Ils aiment la bagarre, c'est leur nature.
Ils sont des descendants des Vikings, donc on ne peut pas attendre mieux d'eux. Les Vikings. Et ce qu'on peut comprendre encore également, c'est que quand on parle aujourd'hui des États-Unis d'Amérique, il ne faut pas chercher très loin. C'est le même peuple européen qui est aux États-Unis. Du coup, ils s'attendent sur tous les plans. Quand il y a toutes les questions, les États-Unis s'entendent toujours avec l'Europe parce que c'est le même peuple. Ils se disent, mais c'est nous. Les gens disent que ce sont des cousins. C'est pas des... Oui, c'est des cousins. Germains en plus. Voilà. Du coup, ils s'attendent pour, dominer tous les autres peuples de la planète, les mettre sous leur joug, les exploiter et mieux vivre. Alors, c'est dans ce contexte que, après le vent des indépendances, nos pays ont eu cette autonomie-là et pouvaient se développer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a compris très tôt que, surtout du côté de la France, on n'a pas voulu donner l'indépendance aux pays africains, aux colonies françaises. Et donc, tous ces présidents-là, qui avaient une vision claire de ce qu'ils voulaient pour leur peuple, qui voulaient libérer réellement et développer leur pays, ont été sauvagement assassinés. Et ces assassinats ont eu des répercussions psychologiques, même sur ceux qui les ont suivis, ceux qui les ont précédés. D'autres ont pris le train par la suite, mais ils ont été soit assassinés ou mutilés ou trahis de façon à ce que tous ceux qui suivent aujourd'hui, quand on prend côté politique, tous nos dirigeants pratiquement, tous ceux qu'on appelle même ceux qui sont dans l'opposition, ils ne sont pas dans une dynamique de reconquête de leur économie. Ils sont plutôt dans une dynamique de négociation avec le colon pour aussi aller au mangeoire et manger. Donc c'est ça qui fait la différence. Maintenant, si on veut reconquérir notre économie, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Il faut commencer par la base, l'éducation. Comment éduquons-nous nos enfants aujourd'hui? Monsieur Michel, on te prend, bien ton enfant, déjà à l'âge de 5 ans, il commence avec le CP1. Et il fait 6 ans au cours primaire. Après les 6 ans du cours primaire, il fait 4 ans au secondaire. Après les 4 ans du secondaire, il fait 3 ans au lycée. Et après les 3 ans du lycée, il doit faire soit 3 ans ou 5 ans pour avoir la licence ou le master. Si on calcule tout ça là, 6 plus 4, ça fait 10, plus 3, ça fait 13, plus 5, ça fait 18. 18 ans d'études, plus les 5 ans que l'enfant avait avant de commencer, ça fait déjà 23 ans. Pour les enfants qui sont les plus intelligents, les plus assidus. Dans ce cadre-là même, lorsque vous arrivez à commencer et à faire tout ce processus sur les 18 années, ça veut dire que vous êtes surdoué. Ça, c'est un. Mais de deux, ça veut dire que pendant toute cette période-là, vous ne produisez absolument rien du tout. Et c'est là que le bas commence par blesser. Parce que c'est des adultes, à partir de 16 ans, 17 ans déjà, c'est des adultes qui mangent beaucoup, mais qui ne produisent rien. Alors, on les nourrit avec quoi? Le blanc a fait sciemment de sortir les enfants de la maison, de la production, pour les mettre uniquement à l'école, de façon à ce que ce dernier ne puisse plus réfléchir production. Après cela, on va voir que l'enfant qui est amené dans une école et qui est appelé à compétir avec ses autres frères, on ne lui donne pas l'opportunité de trouver sa propre voie. Vous allez voir que depuis le CP1 jusqu'au lycée, pratiquement, on nous fait subir les mêmes tests. Mathématiques, physique, français et tout. Or, il y a des enfants qui ne maîtrisent rien de la langue française, ça c'est un. C'est-à-dire tu peux faire la même dictée 1000 fois, il aura 1000 fautes. Du coup, l'enfant n'a pas une mémoire pour aller vers la littérature. Il y en a d'autres, c'est la mathématique, c'est leur bête noire. Mais on les met tous ensemble et on leur demande de compétir pour voir qui est le meilleur. Alors, on les a déjà mis en compétition dès le bas âge. Cette compétition-là continue jusqu'à l'âge adulte. Mais ce qui est grave, c'est le fait de vouloir juger le caméléon, le singe, le lièvre, l'éléphant sur une course de 100 mètres pour voir qui va arriver le premier. Ce qui n'est pas adapté à la réalité. Au même moment, quand on rentre en Europe, on va voir qu'ils ne font pas les mêmes choses chez eux. Ils font
quand même, à partir du bas âge, ils amènent les enfants à s'initier, à faire autre chose. Et quand vous allez chez eux, vous allez voir des plombiers qui ont des diplômes très élevés, mais sa spécialité, c'est qu'il a appris le métier, mais il devient maître en la matière, il peut l'enseigner. Mais ici, on enseigne aux jeunes qui réenseignent et ils n'ont pas de diplôme. On ne peut pas amener, par exemple, un plombier qui a appris sur le tas aujourd'hui à l'université de Lomé pour enseigner aux élèves. Donc, alors que c'est une erreur. C'est un moyen de tuer déjà les Africains à la base. On tue les talents à la base. On est en train de tuer les talents à la base. Donc, non seulement ça, il y a encore d'autres contraintes qui s'ajoutent. Par exemple, le nombre de matières qu'on donne aux enfants d'apprendre. Les enfants deviennent des machines. Tout le monde n'est pas appelé à faire des études comme ça. Par contre, quand vous apprenez dans ces conditions, vous devenez un bon commis, comme on l'appelait au temps de la colonisation, un bon commis, pour être à un poste où vous allez rendre compte à votre colon de tout ce qui a été fait, de tout ce qui se fait. Et voilà comment on nous a d'abord formatés, réinstallés dans un cadre éducatif qui n'est pas adapté à nous. Il y a un professeur au Bénin qui démontre par A plus B comment un enfant qu'on a mis au cours primaire aujourd'hui peut commencer par produire jusqu'à arriver au lycée, peut être un milliardaire. Donc, à part ce contexte-là, il y a l'autre contexte où on nous a dit que tout ce que nous on avait était archaïque, mauvais et qu'on n'avait même pas d'école, alors que c'était faux. Quand vous rentrez encore un peu dans l'Antiquité, jusqu'à tout récemment, même jusqu'à présentement dans certains villages, il y a des couvents. Ces couvents-là, c'est quoi? C'est des écoles où on apprenait en même temps l'enfant avec la pratique comment on guérit les maladies, comment le nom des herbes, leurs vertus, et comment on fait ci, comment on fait ça, avec plein de choses. Mais tout ça là, aujourd'hui, on l'a balayé avec le revers de la main et on veut faire quoi? On veut importer un développement qui n'est pas le nôtre. Surtout que les produits pharmaceutiques sont faits à partir de ces herbes aussi, nous dit-on. Voilà, nous avons pratiquement tout chez nous. C'est un moyen de nous couper des réalités en réalité. Effectivement, il faut qu'on nous sorte de notre paradigme de développement pour... Vous voyez, quand vous déracinez un arbre et vous l'amenez dans un désert quelque part, l'arbre là va mourir, va souffrir et mourir. Nous sommes aujourd'hui comme un enclos pour l'Europe, où on nous envoie les restes de leur manger. Vous pouvez imaginer, c'est quand ils finissent de porter des habits qu'on appelle les friperies, qu'ils nous les envoient. C'est quand ils finissent d'utiliser les voitures, c'est les vieux voitures qui commencent pas à polluer la nature qu'on nous envoie. C'est quand ils sont fatigués des choses, des télés, radios et autres, qu'ils nous les envoient. Et nous, on est heureux, on court, on les achète. On les achète. Tout cela agit sur nos économies. Alors, Montou, il va falloir donc chercher un moyen, un modus operandi pour sortir de cela. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, pourquoi pas fabriquer les voitures nous-mêmes et d'autres? Oui, effectivement, fabriquer les voitures, puisque nous avons déjà pris l'habitude. Sinon, on n'en avait pas trop besoin de voitures. J'ai eu déjà à démontrer par A plus B comment le blanc est arrivé à fabriquer le réfrigérateur ou bien les boîtes de conserve. C'est simple. Vous prenez un blanc dans son contexte, il a besoin de conserver la nourriture pour 6 mois. Alors, il a besoin de fabriquer une machine qui conserve la nourriture. Mais quand vous prenez quelqu'un qui est au sud ici et qui produit toute l'année parce qu'il y a le soleil, est-ce qu'il a vraiment besoin de conserver la nourriture pendant 6 mois avant de le manger? Quelqu'un qui a tout autour de lui, il n'a pas besoin de faire 100 km avant de trouver ce qu'il cherche. Est-ce qu'il a besoin réellement de véhicules? C'est la grande question. On va me demander si je prône le retour. Oui, sans doute, on va vous demander cela. Le retour au temps de l'Antiquité où il n'y avait pas... Non. En fait, nous avions notre science qu'on pouvait développer pour développer notre économie. Et c'est ça qu'il faut aller. C'est vers là où il faut aller. Aujourd'hui, la Chine a copié l'Europe. Et la Chine est en train de dépasser l'Europe. Et ça a créé quoi? Des conflits. Puisqu'ils sont sur le même marché, il ne peut qu'y avoir des conflits. Il y a en économie ce qu'on appelle la technique des océans bleus et la technique des océans rouges. La technique des océans bleus, c'est lorsque vous voulez pénétrer un marché, vous ne cherchez pas de la confrontation. Alors, vous trouvez
d'autres moyens ou bien d'autres produits qui ne sont pas les mêmes que les produits qui sont déjà sur le marché que vous voulez commercialiser, de manière à ce que vous ne rentrez pas en concurrence avec ceux qui étaient là. Et là, vous avez votre marché simple, vous pouvez évoluer comme vous voulez. Ça, c'est la technique des océans bleus. La technique des océans rouges, c'est lorsque vous voulez pénétrer un marché. Et vous savez qu'il y a déjà des concurrents qui sont là, mais vous dites, moi aussi j'y vais. Et là, vous vous armez et c'est la guerre. C'est dans cette atmosphère-là qu'il y a des assassinats, qu'il y a des conflits, des choses pas possibles. Et donc, mais vous y allez quand même et c'est les prix, soit vous diminuez votre prix pour faire mal à la concurrence, pour qu'ils puissent fermer porte, ainsi de suite. Donc, dans cette technique-là, il y a des assassinats, le sang coule. C'est pourquoi on parle de technique des océans rouges. Alors, lorsque nous, Africains, aujourd'hui, on veut reconquérir notre économie, moi, mon vœu le plus absolu, c'est d'aller sur un terrain qui ne rentre pas en concurrence d'abord avec l'Occident. Et pour aller sur ce terrain, les gens pensent que l'Afrique était peuplée par des ignares, des gens tarés qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il va falloir sortir de ça. Et que tout ce que nous on faisait, c'était du folklore et qu'il n'y avait pas de la science dedans. C'est archi faux. Je vais démontrer par A plus B que nous avons de la science que nous faisons et que nous développons depuis, et que notre science même est supérieure à la science occidentale. Nous prenons par exemple les vaccins. Les scarifications qu'on met sur le corps des enfants dans les villages contre les morsures de serpents, c'est des vaccins. Contre ceci et cela, c'est des vaccins. Pourquoi c'est des vaccins? Parce que par définition, le vaccin, c'est le virus atténué ou bien c'est l'entité atténuée qu'on met dans ton corps pour produire des anticorps. Pour fabriquer le vaccin ou bien la poudre qui lutte contre les morsures de serpent ou bien de scorpion, qu'est-ce qu'on fait? On prend le serpent, on coupe sa tête. Et on sait que dans la tête du serpent, il y a la poche à venin. Et donc, quand on coupe sa tête, on le met sur le feu avec des plantes médicinales. On torréfie. Ça devient noir et c'est ça, on écrase et on met dans le corps. Ce processus consiste à faire quoi? On sait très bien que la chaleur dénature les protéines. Du coup, en mettant la tête du serpent sur le feu, on est en train de dénaturer le venin qui devient inoffensif. Mais quand on le met dans le corps de l'enfant ou bien de la personne, son corps produit des anticorps pour lutter contre. Et donc, son corps est préparé dorénavant. Un serpent qui rentre dans qui le mord ne lui fera plus rien. Il y avait ça, aussi... C'est dans nos villages. C'est dans nos villages. Pourquoi ne pas développer cette technique et le commercialiser vers les Occidentaux, vers les Asiatiques, vers d'autres peuples et ainsi avoir une autonomie et un marché libre au lieu de rentrer en concurrence avec ce que, d'ailleurs, les pharmaciens qui sont formés chez nous, moi, s'il y en a qui m'écoutent, ils n'ont qu'à m'excuser, mais ce sont des commerciaux de produits pharmaceutiques. Ils ne fabriquent aucun produit pharmaceutique. Et c'est dommage. Alors, en Montou, il y a un côté également, c'est l'attachement de nos pays aux institutions de Bretton Woods. Récemment, le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, a dit que nos économies sont englouées, si on peut le dire, dans les banques internationales. Alors, est-ce qu'il veut faire sortir cette dépendance vis-à-vis des institutions de Bretton Woods et qui peut-être retarde l'économie africaine? Avant d'aller là, exactement, je voudrais poser encore une question à nos téléspectateurs qui nous suivent. Pensons-nous réellement que ces institutions ont été créées pour nous aider à nous développer? 3 points d'interrogation. Parce que ce n'est pas le cas. Quand vous prenez les institutions onusiennes, ils ont été créés par qui et pourquoi? Ils ont été créés par des Occidentaux. Pourquoi? Pour maintenir leur suprématie sur le monde. Et donc, tout ce qu'ils ont mis en place, ce n'est pas pour nous aider à nous développer, mais c'est pour nous nuire. Vous pouvez imaginer, lorsque le FMI vient dans un pays pour négocier avec les États des subventions ou autre chose, on nous parle d'abord d'aide au développement, alors que c'est des prêts. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, pour prendre un seul prêt, on vous oblige à accepter des accords pas possibles. Par exemple, on vous dira, dorénavant, vous devez privatiser toutes vos entreprises qui étaient étatiques, vous devez les privatiser. C'est une obligation si vous voulez prendre les 35 milliards qu'on vous propose. Or, 35 milliards, c'est rien normalement par rapport à nos problèmes. Vous avez entendu juste après la Covid, quand
il y a eu une grande réunion en France où on nous parlait des droits de tirage spéciaux. Mais c'est des choses qui nous font rire. Nous qui arrivons à comprendre, ça fait rire. Parce que ce qu'on appelle un droit de tirage spéciaux, c'est justement un coupon qui permet à l'Europe, par exemple, d'abord au FMI de décaisser une somme d'argent. Par exemple, 60 000 milliards, je m'en fous, je dis du n'importe quoi, qu'on met sur la table. Alors, on demande à l'Europe, l'Afrique a besoin de tel bien, l'Afrique a besoin de tel bien, l'Afrique a besoin de tel bien. Produisez ce bien-là pour l'Afrique. Les droits de tirage spéciaux, ce ne sont pas des fonds qu'on remet à nos gouvernements. Mais la dette est portée par nos gouvernements. Du coup, quand l'argent est disponible, on remet l'argent à l'Occident. L'Occident crée des emplois chez lui. Il finance les entreprises chez lui. On produit des biens qui ne sont même pas adaptés à notre réalité qu'on nous amène. Alors, en ce qui concerne les banques, c'est encore plus grave parce que l'économie étant globalisée aujourd'hui, l'argent n'appartient plus au pays même. Les pays sont appelés à emprunter l'argent chez des personnes privées. Alors, la grande question est, qui sont ces personnes privées qui détiennent l'argent et qui prêtent l'argent là maintenant au pays? Parce que les États s'endettent auprès des banques. Pourquoi? Les banques centrales n'ont plus cette capacité-là de décider, de produire selon les besoins réels de leur pays. Surtout les banques centrales chez nous. Vous allez également voir qu'en Europe, après la crise de Covid, ils ont fabriqué des billets pas possibles pour refinancer leur économie. Ce qui a été fait également aux États-Unis. Mais est-ce que vous avez entendu ça dans un de nos pays de la sous-région ou bien en Afrique? Non. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas ce droit-là de décider de faire ce qu'ils veulent. Ils sont sous tutelle du FMI, de la Banque mondiale. Ces deux institutions avaient été créées justement pour aider les pays sous-développés à se développer. Mais au fil du temps, on se rend compte que c'est des institutions qui aident les pays sous-développés à rester sous-développés. Alors, des fois, on voit également les Africains courir derrière ces institutions de Bretton Woods. Je prends souvent l'exemple du Ghana avec l'arrivée du président Nana Akufo-Addo qui dit « je vais porter mon économie seul ». Il l'a fait lors de son premier mandat, mais finalement, on l'a vu, il est obligé de solliciter ces institutions de Bretton Woods pour bien marcher ou bien pour permettre à son économie de marcher. Alors, c'est finalement les Africains qui courent derrière les gens. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on te met dos au mur, tu fais quoi? Tu ne peux rien faire. Alors, c'est la technique qui est utilisée. Mais dans le cadre du Ghana, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que ce pays s'est toujours bien comporté depuis que le président Rawlings a mis le pays en marche. Alors, tous les présidents qui ont suivi Rawlings ont essayé de maintenir une certaine probité morale qui fait que les institutions travaillaient très bien. Rawlings avait eu à dire qu'il va mettre en place des institutions de manière à ce que même si le diable même prenait le pouvoir au Ghana, il ne pourra pas corrompre ou bien faire ce qu'il voudrait du pays. Malheureusement pour Rawlings, ce président qui est là aujourd'hui n'a pas respecté les principes de bonne gestion et tout ce qui va avec. Il est venu, il était là quand il a vu qu'il y avait beaucoup d'argent. Le Ghana était très riche parce que les autres présidents ont réellement travaillé pour le pays. Il n'y avait plus de corruption, il n'y avait rien du tout. Alors quand il a vu tout ce que le Ghana possédait comme réserve et tout, il s'est dit, ben non, on peut se débarrasser du FMI. Et effectivement, le Ghana pouvait le faire. Et c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, il a commencé par laisser se développer tout un réseau autour de lui, des réseaux mafieux de vol, de tout. Vous allez le voir souvent avec le président français Macron. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans ce réseau-là avec le président Alassane Ouattara, avec d'autres de la sous-région, où il a appris comment on vole, comment on fait le tripatouillage, comment on fait des bêtises, comment on fait tout ça là. Et nous, on a vu venir que le Ghana allait avoir des problèmes. Or, le FMI était là juste en train de le guetter. Bon, mon ami, on sait que très bientôt, tu seras de retour parmi nous. Et ces institutions ont quand même des élites dans nos pays qui le payent très bien. Ils sont bien payés. Je vais vous poser une question. Les institutions de l'ONU,
Ils ont un pays? Non. Ils ont des ressources minières? Non. Ils fabriquent de l'argent? Non. Mais ils trouvent où l'argent nécessaire? C'est un moyen colossal. Parce que dans nos pays, c'est eux qui sont les mieux payés. Leurs bureaux sont tellement climatisés. Les véhicules, n'en parlons pas. Leurs maisons, leurs chiens sont payés, tout. Au même moment, nous, nos dirigeants, n'ont rien pratiquement. Et donc, eux aussi veulent leur ressembler. Donc, c'est là où est née la corruption. Du coup, ils font le lobby auprès de nos dirigeants pour leur imposer des choses en contrepartie des miettes. Et suite à ça, ils cèdent. Quand ils cèdent, alors on dit prenez tel montant pour... Mais l'argent, on sait très bien que l'argent ne va pas servir au bien parce que ce sera encore détourné. Mais on laisse faire. Après, on revient encore, on fait histoire d'endetter, de surendetter le pays. Une fois que ce pays est surendetté, c'est comme un toutou dans leurs mains. Ils peuvent te manipuler, te manier comme ils veulent. En 30 secondes, Montou Kokou Tchamsi, que faire? Il faut tout d'abord se redéfinir. Prendre le taureau par les cornes, le courage à deux mains et dire non, comme le Mali est en train de le faire. Et une fois qu'on aura dit non, il faut qu'on commence par transformer nos ressources sur place. L'or malien aujourd'hui est produit au Mali. Moi, je dis à tout le monde que dans 5 ans, 10 ans, le Mali sera comme le Dubaï de l'Afrique. Les gens ne me croient pas, mais je sais que ça va arriver. Et donc, nos dirigeants doivent commencer par réfléchir autrement. Faire appel aux investissements internationaux ou aux investisseurs étrangers ne développera pas notre pays. Commencez par développer les ressources locales, donner la chance aux personnes, aux hommes du pays de développer l'économie. C'est là le développement endogène qui peut sauver nos peuples. Vous êtes le directeur exécutif de ASDI, Action sociale pour le développement Integralo. Vous êtes également le gérant de FIB INABI. Vous êtes analyste économique, membre du mouvement afrocentriste. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Kokou Montou Tchamsi, infini merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Allez, on marque la pause pour le journal et après on reçoit nos invités pour votre émission Regard.